Ouh! Comment la thérapie brève permet de perdre du poids. Je fais l'interview de Céline Aubry, praticienne en thérapie brève, avec l'approche de Carl Rogers. Elle pratique aussi l'hypnose, le reiki, la méditation et bien sûr le coaching. Alors bien sûr, je l'ai interrogée sur tous ces sujets parce que avec ma curiosité, j'ai pas pu m'en empêcher et ce qu'elle raconte, c'est super intéressant. Mais en plus, elle est écrivaine, conférencière, ça en fait des choses. Alors imaginez toutes les questions que je lui ai posées. Eh ben, je vous invite à les découvrir tout de suite là dans la suite de la vidéo. Mais juste avant, je vous propose de vous inscrire là en bas, ici. Actionnez la petite cloche, parce que sinon vous ne recevrez pas du tout les vidéos. C'est comme ça maintenant, YouTube, il n'y a pas le choix. Allez, c'est parti. Chose. Quel est ton parcours? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, te présenter à tout le monde et puis nous expliquer comment t'en es venu à l'activité que tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai un parcours très atypique. C'est-à-dire que moi j'ai été partie pour des études littéraires, alors je ne m'étais pas encore fixée sur quel domaine faire, et en fait j'ai toujours aidé l'autre depuis que je suis toute petite, chaque fois on se confiait à moi, etc. Alors au départ moi j'étais partie pour faire de la danse, et au final donc j'ai repris mes études sur le tard en fait, de psycho. Okay. Donc j'ai quitté mes études et je les ai reprises sur le tard, et j'ai hésité longtemps entre psycho ou droit. Donc c'est un petit peu similaire. T'as repris tes études de psycho à quel moment? Après le bac? À 25 ans. Ah d'accord, donc t'avais fait toutes tes études en fait non, j'avais arrêté le bac, j'avais arrêté 3 mois avant le bac, j'ai dit à mes parents je n'irai pas au bac. Tout simplement, je me suis vraiment rebellée. Et donc du coup j'ai commencé à travailler comme une personne lambda. Donc j'ai fait beaucoup d'administratif, etc. Et après j'ai fait de l'intérim. Et à chaque fois je montais, j'évoluais au fur et à mesure. Je fonctionnais beaucoup dans je sais le faire, même si je ne savais pas. Et au final je me suis retrouvée en ressources humaines. Donc le côté psychologique quand même. Et j'ai beaucoup aimé le côté ressources humaines. Donc il y avait à la fois en intérim, j'ai fait de l'intérim. J'ai été DRH dans des grands groupes. Ah ouais, d'accord. J'ai un parcours beaucoup sur le côté pro en fait. Et donc je me suis dit bah tiens je vais prendre des études de psycho. Donc en même temps que je travaillais je faisais mes études. D'accord. Voilà. Et donc j'ai toujours travaillé un petit peu sur les deux pôles, à la fois sur le côté clinique et sur le côté du travail. Et ce qui fait que j'ai un cursus à la fois dans la clinique et dans le psycho du travail. D'accord. Donc j'ai cette chance d'avoir la double casquette, psychologue clinicienne et psychologue du travail. Ça t'a permis de voir des cas... Exactement, de voir vraiment beaucoup de gens différents, dans des cadres différents. Donc j'ai travaillé aussi en hôpital, j'ai travaillé en résidence sociale, j'ai travaillé dans des accueils adolescentes, jeunes mères, adolescentes. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Donc j'ai accompagné différents publics, j'ai accompagné aussi des prisonniers. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de parcours. Et j'ai toujours travaillé vraiment sur les deux. Pour moi c'était intéressant d'avoir les deux. D'accord. Et donc j'avais bien sûr un double master en psycho. Et ensuite, j'ai fait des études, des formations, donc différentes formations en psychothérapie. Donc moi, je suis pas du tout psychanalytique. Je suis plutôt le contraire. Je suis plutôt dans les thérapies brèves. Et je suis un peu une psy à part. C'est-à-dire, je rentre pas trop dans le cadre de la psychologie. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Psychologie à part, c'est-à-dire moi, je suis vraiment, j'ai travaillé beaucoup sur l'authenticité, etc. Et je déteste aussi les étiquettes. Alors c'est un de nos rôles normalement de diagnostiquer, mais c'est vrai que moi c'est pas trop mon truc. Donc même en premier entretien, j'ai toujours aux gens ok, vous me dites tout ce que vous voulez, que vous êtes dépressif, etc. Mais après on n'en parle plus. Pour moi vous êtes juste quelqu'un en souffrance qui avait besoin d'aide, c'est tout. Et en fait ça permet aussi de libérer aux personnes de ne pas être étiquetées, etc. Donc j'ai et puis un vrai dialogue avec la personne. Je suis pas que dans l'écoute. Il y a un vrai accompagnement. Donc c'est plutôt des thérapies coaching que je fais, dans le sens où je propose aussi en dehors des séances des exercices concrets en fonction de la problématique des personnes. Donc du coup, t'as fait un travail, t'as été professionnel, t'as fait des études de psychologie. Rapidement, tu t'es rendu compte que
c'était pas comme ça que tu avais envie d'aider les gens par rapport à toutes les expériences que tu as vues au sein de ton travail, au sein de ton expérience, de toute cette expérience riche en fin de compte en milieu professionnel. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse richesse, surtout dans une DRH, t'en vois. Hein. Moi, comme je suis représentant du personnel, justement aussi, je vois pas mal de choses, donc j'imagine bien tout ce que tu as dû voir. Et du coup, tu t'es rendu compte, finalement, tu as fait ces études et tu t'es orienté vers le coaching, en fin de compte. Non, c'est plus les thérapies brèves. Donc, j'ai fait une formation praticienne en thérapie brève. D'accord. Donc, PNL, les thérapies aussi. Alors, l'approche qui me plaît le plus, c'est l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Donc, plus les thérapies brèves qui me correspondaient beaucoup mieux. Dans le sens où c'était des thérapies qui ne duraient pas indéfiniment. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 15 ans de psychanalyse pour aller mieux. Et l'objectif, c'est vraiment pas d'aller forcément gratouiller ce que la personne n'a pas envie d'émettre à ce moment-là, mais de travailler sur les stratégies pour lui permettre d'aller mieux sur le moment. Même si plus tard, il a besoin de revenir pour d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est de prendre la personne à l'état actuel, dans le moment présent. Voilà, donc c'est surtout ça les thérapies brèves. Et évidemment en parallèle aussi le coaching, l'hypnose aussi. Voilà. Donc tu n'écoutes pas le passé de la personne, tu t'occupes du présent. Alors, tu peux t'occuper du passé, c'est un outil en fin de compte. Exactement. Pour pouvoir coacher les personnes. Exactement. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner la personne sur le présent, sur la problématique qui les met à ce moment-là. Parce qu'on évolue tous à un moment donné et on est quelqu'un à un moment T, mais on n'a pas forcément envie d'aborder tel problème à ce moment-là. Donc c'est aussi un respect de la personne à l'instant T. Donc si la personne, si le problème bien sûr est ancien, on va travailler sur la cause. Parce que l'objectif c'est de lui permettre à la fois de travailler sur le comportement actuel et les stratégies à mettre en place, mais aussi de réparer la blessure passée si c'est nécessaire. Mais c'est pas une obligation. Donc du coup ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, tu reçois des gens dans ton cabinet. D'ailleurs, on est dans ton cabinet là. C'est super. Vous voyez pas tout, mais c'est super. Et donc, tu utilises dans ce cabinet, donc tu utilises tous ces outils voilà, toute mon expérience. Voilà, et du coup, la personne, en fin de compte, quand elle vient, même si tu peux voir qu'elle a des difficultés, tu vas pas travailler là-dessus, tu vas plutôt l'aider à avancer sur ce qu'elle vient te demander, quoi. Exactement. Ouais. Donc vraiment à l'écoute de la demande. Et en effet, le centre Métamorphose est né de ces deux parcours, finalement. Et mon objectif, c'est vraiment de prendre la personne d'une manière holistique, donc vraiment d'une manière globale, et de ne pas dissocier ces différentes sphères. C'est-à-dire on peut vraiment devenir pour une problématique privée, et puis on se rend compte qu'autour, il y a aussi d'autres problématiques, de l'ordre professionnel, relationnel, etc. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de permettre à la personne d'aller mieux dans sa globalité. On ne peut pas séparer les choses. Pour moi, la personne doit être prise dans sa totalité. Oui, c'est vraiment c'est un concept que je comprends bien, puisque moi, les gens viennent me voir parce qu'ils veulent perdre du poids, justement. Et on peut pas aider quelqu'un à perdre du poids en lui disant simplement tu vas perdre du poids et puis voilà, on est obligé. Effectivement, moi j'ai aussi ce sentiment de quand quelqu'un me pose des questions. D'ailleurs, la première question que je lui pose, c'est pourquoi tu veux perdre du poids. Et du coup, de fil en aiguille, je comprends l'historique de la personne et pourquoi elle en est là, qu'est-ce qui fait que c'est important pour elle aussi de perdre du poids. Enfin, toutes ces nombreuses questions qui arrivent, qui permettent justement effectivement d'aider la personne. Donc j'imagine finalement tu fais la même démarche, tu fais cette démarche-là auprès des gens qui viennent te voir avec une demande précise et toi tu prends la globalité de la personnalité avec tout son ensemble pour pouvoir lui apporter une réponse dans ce qu'elle te demande. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est l'activité que tu fais aujourd'hui. Bon, bah c'est super. Et alors, donc moi, j'avais une autre question. J'ai vu que tu faisais du Reiki. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de Reiki, parce que c'est quelque chose qui
qui m'attire énormément, donc et que je connais très peu. Donc j'en profite pour te poser la question. Alors, le Reiki, c'est une relaxation méditative. C'est comme la médecine chinoise, c'est-à-dire on s'est rendu compte que dans notre corps, on était fait d'énergie. On est avant tout une énergie. Et qu'il peut y avoir des blocages à certains endroits de notre corps. Donc ça rejoint aussi le shiatsu, qui est aussi de plus en plus connu, où c'est des points qui nous permettent de libérer certains maux. Et en effet, chaque organe a une résonance psychologique. Et chaque symptôme physique peut avoir une résonance psychologique. Donc en permettant de faire entre autres du Reiki, ça peut lever des blocages, des nœuds à l'intérieur de notre corps, mais qui peuvent agir aussi sur le sommeil, sur l'anxiété, sur plein d'autres difficultés qu'on peut rencontrer. D'accord. Donc en fait, on est tout simplement allongé, tout habillé, et le praticien va tout simplement poser ses mains à certains endroits du corps du patient. Et c'est en fait un système d'auto-guérison. Donc c'est en effet par l'intermédiaire du praticien, la personne va pouvoir se nettoyer elle-même. Donc on peut se le faire à soi-même alors. Alors faut avoir fait la formation pour pouvoir se le faire à soi-même. D'accord. Est-ce que ça porte d'autres noms? Non, le Reiki. Non. D'accord. Ok. C'est un soin énergétique. D'accord. Ok. J'ai vu aussi que tu parlais de méditation. Moi, c'est quelque chose que je parle souvent et beaucoup, la méditation, parce que je trouve que c'est un moyen extraordinaire pour justement aider à la perte de poids et même s'aider en règle générale, puisque moi-même, je te l'ai pas dit, mais je fais de la méditation depuis plus de 3 ans maintenant, tous les jours, le matin, même 2 fois par jour. Donc c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien et qui m'a emmené vers des monts extraordinaires de compréhension et de découverte de moi-même. Donc je trouve que c'est un outil génial. J'ai vu que tu l'utilisais aussi. Donc on n'a pas pu en parler. Donc la méditation, c'est vraiment aussi en effet encore aller à l'intérieur de soi. Tout simplement, c'est permettre vraiment d'aller vers soi. Il y a le mal du siècle, c'est les personnes sont beaucoup dans le fait plaisir, beaucoup aller vers l'autre, et ils ont trop tendance à croire que aller vers soi, c'est être égoïste. C'est totalement une erreur. Donc la méditation permet vraiment de vivre en pleine conscience, de ralentir le mouvement, permet d'écouter aussi ses émotions, permet de sentir comment on fonctionne de l'intérieur, et ça peut vraiment aider à mieux vivre avec soi et avec les autres. J'adore, j'utilise beaucoup la méditation, la relaxation pour les personnes. Tu l'utilises pour les patients aussi, oui, que tu reçois? Exactement. Je sais pas, tu les appelles des patients? Comment tu les appelles les gens que tu reçois? C'est pas le terme. Normalement, c'est les patients. Ouais, c'est les patients. Mais pour moi, c'est pas très important. Ouais, pour moi, c'est les clients. D'accord, ok. Donc tu l'utilises quand ils viennent ici dans ton... Oui, on fait des moments de méditation, on fait des moments de relaxation pour leur permettre justement d'aller mieux. Je leur propose des exercices aussi souvent à la maison, de travailler sur eux, d'apprendre la méditation, de faire de la cohérence cardiaque. Donc c'est aussi un mot à la mode, donc savoir respirer, parce que majoritairement on ne sait pas respirer. Ça paraît aberrant, mais c'est la vérité. Donc savoir respirer par le ventre et ça permet vraiment une meilleure détente, etc. Et il a été prouvé en effet que en faisant de la méditation, il y a moins de sujets au stress. Oui. Aussi, entre autres. Donc c'est quelque chose que tu entends souvent parler, le stress, avec tes patients. Oui. Burn-out, épuisement. Ouais, c'est le genre de personnes que tu Les gens qui sont beaucoup dans l'action en fait, et qui ne prennent pas le temps, qui ne se posent pas. Qui s'occupent pas d'eux. Qui ne s'occupent pas d'eux, énormément. Qui s'occupent pas de leur couple. Voilà, entre autres. Malheureusement, entre autres, de plus en plus de thérapies de couple, parce que les gens vivent à 100 à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à la fois dans le silence, dans l'écoute, dans la communication, et c'est vrai que notre société fait que les gens se perdent, malheureusement, de plus en plus. Ils se perdent dans
dans ce que je veux dans le futur? Ils se perdent dans quoi exactement? Moi, je trouve qu'ils se perdent surtout dans leur présent. C'est-à-dire que si ils sont constamment dans l'action, il y a une peur du silence, il y a une peur de la solitude, et du coup, ils sont toujours en mouvement. Ils ne prennent pas le temps de vivre. Donc comment tu les accompagnes quand ils ont peur de la solitude, ils ont peur de, comme tu dis, t'as dit quoi? T'as dit la solitude et t'as dit quoi? L'isolement. L'isolement, ouais. Voilà. Donc, et le silence. Le silence. Donc en fait, je les invite, on fait un vrai travail sur la difficulté, c'est justement l'estime de soi derrière, donc c'est vraiment une des choses que j'utilise le plus. Donc c'est apprendre à aller vers soi, tout simplement, à s'écouter, que c'est pas égoïste de s'écouter, que c'est pas que c'est important. Donc je donne souvent cette image du gâteau. Je dis souvent, souvent votre vie, vous la considérez où ce sont les autres qui sont le gâteau et vous les cerises, mais vous devez vivre autrement. C'est-à-dire vous devez être le gâteau et les autres les cerises. C'est-à-dire que l'un ne va pas forcément sans l'autre, mais le socle, la base, c'est vous-même. Et c'est important d'aller vers vous, c'est pas une perte de temps. Et vous aurez des relations beaucoup plus saines aussi, puisqu'il n'y aura pas d'attente de l'autre, si vous allez déjà vers vous. Oui, c'est vrai que c'est tellement plus facile de s'effacer, d'aller vers l'autre et de se dire non, là je me concentre sur moi, qu'est-ce que j'ai réellement envie, besoin, ou qu'est-ce qui est important pour moi. C'est effectivement... Identifier ses besoins, identifier ses émotions, ses peurs. Apprendre à se connaître. C'est essentiel voilà, pour aller bien. D'accord. Donc tu accompagnes tout le monde comme ça pour toutes ces personnes-là, pour les réorienter vers eux. Et donc, comme je te demandais tout à l'heure, donc ces personnes-là viennent avec un objectif, je suppose. Et à partir de quel moment dans ton accompagnement tu estimes que la personne a atteint son objectif? Comment t'as des outils pour mesurer ça? Non, j'ai pas d'outils. Ça se sent, voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est du feeling, hein, mais ça se sent quand les personnes arrivent au bout, c'est tout simplement quand elles arrivent et qu'elles disent je suis bien, je suis satisfaite, je suis épanouie. Ça se voit déjà physiquement parce que souvent je dis que je le ferai. J'ai toujours dit que je devrais prendre une photo aux premières séances et une à la dernière. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat en première séance de dire excusez-moi, je vous prends photo. Mais il y a un vrai changement physique. Ouais. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un vrai changement physique dans le début et dans la fin. Et puis ça se sent, ils utilisent souvent les mêmes mots en dernier entretien. C'est souvent les mêmes mots que le premier. Non, les mêmes mots. Tous utilisent souvent les mêmes mots en dernier entretien, comme libre, comme légèreté, comme bien-être, comme conscience, comme responsable. Donc, ils utilisent souvent les mêmes mots. Et tu sens une posture qui a changé? Une posture qui a changé. Ça doit être souvent même il y a des vrais changements. Hein. Des fois c'est bluffant. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, une femme par exemple, qui peut arriver en premier entretien pas vraiment, où ça se voit qu'elle est malheureusement fatiguée, etc. Et en dernier entretien, on a l'impression que c'est une femme qui a été transformée, elle a été chez le coiffeur, ça paraît bête, mais c'est des choses comme ça qui peuvent être marquants pour un vrai changement d'attitude, la tête bien sûr beaucoup plus droite, l'allure, etc. Il y a un vrai changement physique. Et alors, donc là, on a beaucoup parlé de ton activité en ce moment. Je sais aussi que tu as écrit 2 livres. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire d'écrire des livres. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, le premier, c'est... là, j'en ai qu'un, parce que le deuxième, il est en cours. Il n'est pas fini encore. Il est en cours. Donc, le premier, c'est les mondes vécus du chômage. Donc, en effet, comme dans mon activité, donc du coup, j'ai accompagné les chômeurs. J'ai été prestataire Pôle emploi pendant près de 4 ans. Et en fait, ce livre est tiré d'un mémoire de recherche que j'avais réalisé.
ou par rapport particulièrement aux chômeurs de longue durée, où en effet il s'avère que plus il y a d'isolement social, plus le chômage va durer. Donc la nécessité en effet de mettre en place un vrai accompagnement pour les chômeurs dès l'entrée du chômage, pour leur permettre de travailler aussi justement sur toutes les sphères de leur vie, de comprendre pourquoi ils sont au chômage, de comprendre quels sont les autres besoins aussi à côté, et qui pourraient très rapidement leur permettre de se réinsérer, tout simplement. D'accord. Donc c'est vraiment l'impact du soutien social sur le chômage de longue durée et la nécessité de mettre des accompagnements socio-professionnels c'est vachement en bien, amont. c'est important, c'est vraiment un sujet important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être relevées. Et puis c'est des gens qui souffrent énormément. Et j'ai rencontré malheureusement des personnes qui avaient une vie vraiment, j'ai envie de dire, classique avant, et qui se retrouvent à tout simplement vivre dans leur voiture. Donc on parle beaucoup des SDF, etc. Mais majoritairement c'est des gens qui ont eu une vie avant, qui ne sont pas été SDF toute leur vie. Et je pense qu'il est important en effet pour ces chômeurs d'avoir un vrai accompagnement personnalisé, même si je sais que c'est compliqué, mais je pense qu'il y a des moyens possibles pour qu'il y ait un vrai accompagnement social à côté. D'accord. Okay. Et le deuxième livre n'a rien à voir. Le deuxième livre n'a rien à voir. De l'autre côté. Donc ça, c'est celui que tu es en train d'écrire. Voilà, celui que je suis en train d'écrire, qui devrait être publié l'année prochaine. Donc c'est tout simplement sur l'estime de soi. Donc c'est propre à ma méthode justement d'accompagnement sur l'estime de soi. D'accord. Donc un livre que j'appelle Formaction, qui va permettre aux gens à la fois d'avoir des conseils, mais aussi des exercices pratiques à réaliser chez eux, pour travailler en totale autonomie sur leur estime de soi. D'accord. Des exercices pratiques. Ok, et alors il va sortir quand ? Je ne sais pas, je pense plutôt juin, septembre. Ah oui, donc c'est bientôt là. Ouais. D'accord, ok. Bah, c'est super. Et j'ai vu aussi que tu avais commencé un blog. Donc j'avais envie d'en parler. Moi je suis en tant que blogueur, je suis très sensible à ce genre de choses. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ce blog. Alors ce qui m'a motivé essentiellement, c'est de transmettre. D'accord. Moi j'aime, au-delà d'aider et de guérir et d'accompagner les personnes, j'aime transmettre. J'ai besoin d'accompagner, d'où les livres, à ce que les personnes soient aussi autonomes, puissent trouver leurs propres outils. Et le blog, il est là pour ça, pour leur donner des outils concrets, et bien sûr par internet, parce que c'est un des moyens de communication qui est au-delà des livres, parce que tout le monde ne lit pas, plus court du coup, où on peut justement évoquer pas mal de thèmes dans la psychologie. D'accord. Que ce soit du travail ou thérapeutique. D'accord. Et alors, d'accord, ça c'est le fait que tu t'es dit, bon, pour passer ces messages-là, je vais donc faire un blog. Et ok, d'accord. Mais l'objectif, bien sûr, c'est de l'étayer après avec des conseils de livres à lire aussi pour les personnes, ou de liens aussi, pour leur permettre d'aller encore plus loin. D'accord. Et tu as après, généralement dans les blogs, donc on peut aussi étaler, aller plus loin, aller faire partager son blog sur les réseaux sociaux. C'est aussi quelque chose que tu as en tête, je suppose. Et ça permet aussi, après qu'on a une compétence, que toi tu as une vraie compétence dans ce domaine-là, de proposer une formation aussi. À travers un blog, on peut proposer. Donc je sais pas si c'est quelque chose que tu as. Alors bien sûr, il y a au-delà des thérapies, du coaching, de tout l'accompagnement individuel, il y a aussi des ateliers en groupe. Donc là, il y a entre autres un prochain atelier le 25 janvier, groupe femmes, cercle des femmes, pour permettre aux femmes de se réunir, d'évoquer différents thèmes, donc toujours d'une manière ludique. À l'intérieur, il y aura des activités ludiques comme de la relaxation, mais aussi des techniques de théâtre, parce que je fais du théâtre. Il y aura du partage, vraiment de l'accompagnement en groupe, et ça permet vraiment de créer une émulation et de créer du lien, surtout aussi.
de mieux se comprendre et travaille aussi sur le féminin sacré. C'est important. Donc le 25 janvier. Voilà. Ok. Et il y a des formations aussi particuliers et entreprises. D'accord, le 25 janvier 2020. Et alors, comment ça va se passer? Comment les gens peuvent trouver Alors, ils peuvent le ce trouver groupe? par l'intermédiaire de mon site internet. D'accord, ok. Voilà, donc moi, je donc, mettrai le lien de son site internet en dessous. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y sera en tout cas. Donc voilà, donc, Ok. essentiellement sur le site internet. Ok. Ou de me téléphoner aussi, bien sûr. D'accord, tu laisses ton numéro aussi Oui. sur le... D'accord, ok. Ok, bon ben, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Alors, vous en avez pensé quoi? C'était intéressant comme interview. Moi, je me suis éclaté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me mettre un petit commentaire, tout ce que vous voulez pour partager, qu'on partage un maximum toutes les informations qu'on a pu apprendre. Salut!